Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 4 janvier 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Je trouve que l'année commence rudement et je vais simplement vous lire aujourd'hui quelque chose. Les années d'hiver de Félix Guattari. Pas de commentaires sur rien, pas de commentaires sur Dieudonné, sur les complotistes, sur le 11 septembre, sur Alain Soral. Pas de commentaires sur rien aujourd'hui. Je suis de ceux qui vécurent les années 60 comme un printemps qui promettait d'être interminable. Aussi ai-je quelque peine à m'accoutumer à ce long hiver des années 80. L'histoire fait quelquefois des cadeaux, mais jamais de sentiments. Elle mène son jeu sans se soucier de nos espoirs et de nos déceptions. Mieux vaut dès lors en prendre son parti et ne pas trop miser sur un retour obligé des saisons. D'autant qu'en vérité, rien ne nous assure qu'à cet hiver-là ne succédera pas un nouvel automne, ou même un hiver encore plus rude. Et pourtant, je ne puis me retirer de l'idée que se préparent, en sourdine, d'autres rendez-vous, avec de nouvelles vagues de générosité et d'inventivité collective, avec une volonté inédite des opprimés de sortir d'eux-mêmes pour endiguer les politiques mortifères des pouvoirs en place et pour réorienter les finalités de l'activité économique et sociale dans des voies plus humaines, moins absurdes. Oh, je le sais bien, ce genre de langage sonne à présent plutôt de travers aux oreilles averties. Ça fait rétro, 68 heures attardées. On remarquera toutefois que je ne prêche aucune fidélité au fantasme des gauches traditionnelles. Celui, par exemple, d'une classe ouvrière, moteur de l'histoire, porteuse malgré elle d'exhaustion dialectique, ou bien au culte gauchiste d'une spontanéité intrinsèque des masses dont il suffirait de faire sauter les verrous pour qu'elles s'éveillent, comme par enchantement, et se mettent aussitôt à réinventer le monde. Le retour de bâton réactionnaire auquel nous avons eu droit ces dernières années nous aura au moins apporté une chose, un désenchantement sans appel du socius, comme naguère celui du cosmos, du fait des sciences et des techniques. Malgré tout, je ne récuse pas la période des grandes illusions de la contre-culture, car à tout prendre, ces simplifications outrancières, ces professions de foi désarmantes, de naïveté, me paraissent valoir mieux que le cynisme des tenants contemporains du postmodernisme. Alors donc, je confirme et signe. Je refuse d'infléchir mes positions antérieures pour les adapter au goût du jour. Il me paraît cependant nécessaire de les resituer dans leur contexte d'aujourd'hui, de faire le tri entre ce qui doit être réaffirmé plus haut que jamais et un certain nombre de vieilles lunes idéologiques qu'il est urgent de reléguer au musée des mythes déchus. L'échec en cours d'accomplissement de l'expérience socialiste française nous incite d'ailleurs à opérer un tel réexamen. Qu'est-ce qui a conduit la gauche à laisser perdre une telle chance, peut-être unique dans l'histoire des 50 dernières années, de réformer en profondeur une société capitaliste développée pour y renouveler les formes d'expression démocratique, pour y expérimenter à grande échelle
des pratiques sociales émancipatrices pour y accroître largement les espaces de liberté. Pourquoi les socialistes se sont-ils enlisés dans une gestion au jour le jour de la société française? Qu'est-ce qui les a retenus de solliciter de toutes les couches vivantes qui la composent une réflexion collective sur les modalités de la production, sur les changements à apporter à la vie urbaine, à la communication, etc. Ils ont préféré tout diriger par le sommet, tout contrôler à partir de leur appareil partidaire reconverti pour l'occasion dans les rouages de la machine d'État. Pourquoi? Par manque d'idées, d'imagination, de détermination, en raison d'une résistance indomptable de l'adversité conservatrice. Mais n'ont-ils pas eu les mains libres, tout au moins durant la période du fameux état de grâce? Non, je crois que le fond de l'affaire tient à ce qu'ils n'avaient plus confiance dans la capacité d'un système démocratique de gérer les problèmes complexes d'une société technologiquement avancée, et cela surtout en temps de crise. La crise. La crise. Tout vient toujours de là. Il est vrai que les socialistes ne seraient probablement pas arrivés au pouvoir sans elle, mais là tout de même bon dos. Car enfin, dans cette affaire, on prend constamment les faits pour la cause, en oubliant un peu vite qu'elle résulte pour une large part d'un déséquilibre exceptionnel des rapports de force entre les exploités et les exploiteurs, qui a induit à l'échelle planétaire un spectaculaire accroissement de pouvoir de l'ensemble des formations capitalistiques, tant privées qu'étatiques, para-étatiques ou transnationales, et d'où il est résulté une colossale accumulation de capital échappant aux arbitrages politiques antérieurs, aux compromis avec l'économie sociale des pays développés et obérant dramatiquement les possibilités de survie des pays les plus pauvres du tiers-monde. Alors, je voulais un dernier passage. Il nous dit ici, Guattari, que les leaders socialistes ont tellement pris l'habitude de traiter le peuple en petit enfant et toujours en lui faisant la morale, en le traitant de haut et toujours la fameuse structure pyramidale. C'est pas toujours les... En fait, c'est les pires qui se hissent au sommet, hein, n'est-ce pas? On revient toujours à cette question-là de comment changer le monde sans prendre le pouvoir. Question fondamentale. Et ceux qui croient que la fin de l'histoire est arrivée, comme le disait le type dont le nom m'échappe, vous vous rappelez sans doute, j'ai Fukuyama. Eh bien, je pense que non, l'histoire n'a pas dit son dernier mot. Est-ce qu'on va rentrer dans un nouvel hiver? Quant à moi, cet hiver-là a débuté avec la prise de pouvoir sans précédent des néolibéraux, Reagan, Thatcher, des bandits au pouvoir. Et depuis ce temps-là, ils n'ont cessé d'accroître leur pouvoir et leur mainmise. Et il faut réinventer, il faut créer à nouveau. Alors, je vous lis un dernier passage. Il n'en demeure pas moins que ce même peuple, dès lors qu'il parviendrait à retrouver des modes de structuration convenablement redimensionnés et des moyens d'expression adaptés,
renouerait certainement très vite avec son génie, redeviendrait apte à se fixer les objectifs les plus élevés, comme maints exemples historiques peuvent l'attester. Quoi qu'il en soit, dans les conditions présentes, il ne peut plus être question, pour une machine de transformation sociale, de prétendre le guider, mais uniquement de l'aider à se réinventer, ce qui implique de sa part de se défaire de toutes les idéologies qui ne voient en lui qu'une masse amorphe, indifférenciée, travaillée par de bas instincts. Qui nous dit d'ailleurs que les instincts soient si bas que ça? C'est, je le répète, la subjectivation capitalistique qui œuvre dans le sens de l'indifférenciation, de l'équivaloir généralisé, malgré l'exacerbation des spécialisations et des hiérarchies ou, à cause d'elles, ce qui nous ramène, ainsi bien, en deçà du luxe comportemental que l'éthologie animale nous révèle, permettre à chacun de ressaisir sa singularité, redonner une saveur aux gestes commis, aux phrases articulées dans les situations les plus quotidiennes, reconquérir la démocratie à tous les niveaux des pratiques collectives, du face-à-face interpersonnel jusqu'au suffrage universel, accepter pour cela, sans réserve, l'altérité, la divergence des désirs et des intérêts, et par conséquent, les procédures d'affrontement et de négociation qu'elle appelle. Expérimenter les technologies nouvelles de communication pour élargir la portée et aviver la vérité des échanges humains, rompre, en un mot, avec l'ensemble des politiques aujourd'hui menées par les capitalismes de style occidental comme par les socialismes de l'État. Voilà quelque chose qui peut paraître utopique, fou. Il s'agit pourtant, à mon sens, de la seule voie d'émancipation qui reste ouverte. C'est le premier chapitre de ce livre paru en 1986. Je vous le remonte à l'écran. Félix Guattari, Les années d'hiver, 1980-1985. Un recueil d'articles parus ici et là avec des entrevues, des entretiens. Extrêmement intéressant. Je vais conclure en vous disant que je ne crois pas que d'interdire quoi que ce soit au niveau de la liberté d'expression est souhaitable. Et je ne sais si en ce moment, toute cette période d'affrontement verbal, au fond, n'est pas préférable à de véritables affrontements physiques. Est-ce que ces affrontements verbaux-là préfigurent des affrontements plus violents? Je ne sais trop. Est-ce que c'est un exutoire? Dans le meilleur des cas, on aimerait le croire. Mais je n'en sais rien. Mais il faut éviter de transformer les abrutis en martyrs. Et peut-être le silence reste la meilleure réponse à apporter dans certaines situations. Je vous remercie d'être avec moi. Vous connaissez la suite. Vous connaissez la suite. Vous connaissez la suite.